Alors en immobilier, faut-il se spécialiser ou peut-on toucher à tout? Vaste question. On va toujours parler d'expérience. Est-ce que selon toi, Kevin, et selon les gens que tu connais dans ton réseau, on peut faire à la fois de la location courte durée, de la colocation, de la location meublée, de la location nue, de la location de locaux commerciaux, ou est-ce qu'il vaut mieux se spécialiser dans un domaine? Vaut mieux se spécialiser dans un domaine bien précis plutôt que de toucher à tout. Moi personnellement, tu vois, la colocation, comme on a déjà parlé dans une autre vidéo, c'est pas quelque chose que je maîtrise et c'est pas quelque chose qui me plaît. Donc du coup, je vais pas forcément me diriger vers ça. Comme pour la location de commerce, donc de locaux commerciaux, et comme pour le coworking. Ce que je fais de manière générale, c'est un petit peu de location nue et de la location saisonnière en grande partie du temps, couplé avec de la sous-location qui est la même chose, mais on pourra revenir en détail sur qu'est-ce que c'est de la sous-location exactement. Le mieux, c'est de se spécialiser dans un domaine bien précis parce que la spécialité va te permettre forcément d'être meilleur de manière générale dans ce domaine bien précis. Si tu fais de la location nue et que c'est ton mode d'exploitation qui est le plus adéquat par rapport à ton profil, vaut mieux te spécialiser dans de la location nue plutôt que de faire autre chose. On est toujours meilleur dans un domaine bien spécifique que si on était généraliste de manière générale. Mon ancien patron me disait d'ailleurs sur ce sujet, il me disait toujours: les personnes qui font tout, qui sont multiservices, en fait, ils sont brouillons partout. C'est-à-dire qu'ils ont des connaissances plus ou moins vastes sur tel et tel sujet, mais ce ne sont pas forcément des domaines qui gèrent à la perfection. Petite parenthèse, donc c'était un employeur qui était du coup menuisier, et lui du coup faisait que de la menuiserie. Tu vois, il faisait pas de plomberie, il faisait pas de chape ni quoi que ce soit. C'était vraiment son domaine, c'était la menuiserie, et rien d'autre. Et je pense que ce qu'il me disait à cette époque-là sur ce sujet, c'est quelque chose de réel. Quand tu es spécialisé dans un domaine, tu es forcément meilleur que si tu étais généraliste dans tous les sujets de manière générale. Donc je pense qu'il est préférable de se spécialiser dans un mode de location qui te plaît, qui te convient et dans lequel tu te ressens et tu t'épanouis. Alors j'ai très bien compris, brillante démonstration, mais qu'est-ce que tu réponds à ceux qui, et notamment parfois les banquiers, disent « Ouais, mais pour minimiser le risque, il faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, il vaut mieux toucher un peu à tout. » Faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Alors effectivement, il y a beaucoup de personnes qui disent qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, car justement, si tu as un problème, tu as tout ton business dans son intégralité qui coule, en gros. C'est peut-être vrai, mais dans ce cas-là, on pourrait remonter plus loin que ça. On pourrait très bien se dire, oui, mais dans ce cas-là, si l'immobilier fonctionne pas, l'immobilier dans sa généralité ne fonctionne pas. Tu vois ce que je veux dire? Les gens disent, beaucoup de formateurs plutôt vont te dire, bon, il faut avoir un petit peu de sous-location, il faut avoir un petit peu de location saisonnière, un petit peu de coworking, un petit peu de cela. Comme ça minimise le risque. Il faut savoir que tous ces domaines-là sont liés à l'immobilier de manière générale. Que tu fasses telle ou telle exploitation, le domaine de base, c'est l'immobilier. Donc, je pense que de toute manière, à l'origine, tu as tous tes œufs dans le même panier. Tu vois ce que je veux dire? Puisqu'on parle d'immobilier dans le sens large. Après, tu as des branches avec les modes d'exploitation qui peuvent diverger les unes des autres. Mais si tu souhaites exercer une activité dans l'immobilier en tant qu'investisseur dans la location nue, dans la colocation ou autre, je pense qu'il est plus préférable de se spécialiser dans un domaine bien précis plutôt que de vouloir se lancer dans tous les domaines et tous les modes de location possibles. Moi, la colocation, encore une fois, je la gère pas, je la connais pas. Je le connais le principe, la théorie, mais je ne l'ai jamais appliqué. Et encore une fois, c'est quelque chose qui ne m'attire pas, qui ne me plaît pas. Je vais pas me forcer à faire de la colocation sous prétexte qu'il faut mettre tous ses œufs dans le même panier, alors que c'est quelque chose qui ne me plaît pas. Tu vois ce que je veux dire? Je préfère dans ce cas-là prendre le principe de ne pas mettre tous mes œufs dans le même panier avec un seul appartement. Mais par contre, je vais avoir une multitude d'appartements dans un domaine, ce qui, là, à ce moment-là, peut diminuer mon risque également. Si j'ai cet appartement qui ne s'est pas loué aujourd'hui, c'est pas grave, j'ai l'autre qui s'est loué aujourd'hui. Cet appartement-là s'est pas loué hier, ben c'est pas grave, aujourd'hui j'ai celui-ci. Je minimise le risque de cette manière-là, en multipliant l'opération. Ça, c'est mon point de vue et c'est ma façon de voir les choses par rapport à cette fameuse phrase que beaucoup de personnes évoquent sur le fait de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier.
Je suis entièrement d'accord parce que ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, c'est les gens qui disent ça, ce sont ceux qui connaissent rien. C'est le généraliste et indépendamment du médecin généraliste qui lui a réellement des compétences, dans le domaine du business, ne pas mettre ses œufs dans le même panier, c'est ceux qui font rien. Il vaut mieux se spécialiser et on ne prend pas plus de risques parce que quand on est le spécialiste d'un domaine, on va être très bon. Alors que quand on touche un peu à tout, la colocation ça marche pas aujourd'hui, je vais faire la location courte durée, ah ben ça marche pas, je vais faire la location nue, c'est qu'on a loupé quelque chose à chaque étape parce que tout simplement ce qui est important c'est d'apprendre, c'est de maîtriser le sujet et vraiment de le dominer et à ce moment-là il n'y a plus de question de panier, on est vraiment tranquille parce qu'on maîtrise un sujet mieux qu'un qui est généraliste parce qu'on peut rencontrer des personnes qui ont eu une mauvaise expérience en location courte durée. Moi, c'est pas que j'ai eu de mauvaise expérience, c'est que ça ne m'éclate pas tout simplement. Donc j'ai décidé d'en faire beaucoup moins. Mais on peut pas faire les deux de la même façon. C'est pas la même énergie, c'est pas la même clientèle, c'est pas la même façon de faire, c'est pas la même façon de faire des photos, de passer des annonces. C'est pas la même envie aussi. C'est pas la même envie. Donc je peux pas dire je fais un peu de ça, un peu de ça. Je préfère me spécialiser, être vraiment le spécialiste pour ma part dans la location nue et donc je connais la totalité des inconvénients, des avantages, de la façon de fonctionner, la législation, les relations avec les locataires, je maîtrise. En location courte durée, je ne maîtrise pas aussi bien et je ne suis pas sûr de savoir maîtriser plusieurs sujets vraiment à fond dans le domaine de l'investissement. Tu sais, à l'époque, on me disait justement, oui, mais t'as vu, pendant la période de Covid, la location saisonnière, c'était complètement mort, alors que la location nue ou la colocation, eux, ils continuaient de payer. Alors, et donc du coup, on me disait, tu vois, finalement, il fallait pas mettre tous ses œufs dans le même panier. C'est vrai dans le sens où tu louais moins quand c'était période de confinement, puisque les gens ne pouvaient plus sortir, et encore, je louais tout de même mes appartements, étant donné que tu avais des gens qui se déplaçaient quand même, des professionnels de santé qui devaient disposer d'hébergement, etc. Donc en réalité, je louais quand même mes appartements, effectivement 4 fois moins que ce que j'ai l'habitude de louer en termes de remplissage de calendrier, entre autres, mais je louais quand même mes appartements. Et ça reflétait le prix d'une location pour de la location nue. Je ne perdais pas d'argent. Il y a autre chose là-dedans qu'il faut prendre en considération par rapport aux gens qui évoquaient ce qui s'était passé pendant le Covid, c'est que pendant X années, combien est-ce que j'ai gagné avec la location saisonnière en termes de cash flow? Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Avant que le Covid arrive, ça faisait 3 ans et demi, voire presque 4 ans que je faisais déjà de la location saisonnière et pendant 4 ans, j'ai gagné par appartement 1 000 € de cash flow. Tu vois ce que je veux dire? Quand ça a repris, j'ai continué de reprendre 1 000 € de cash flow par mois pour chaque appartement. C'est une petite anecdote, mais je tiens à la préciser parce que je sais qu'il y a des personnes qui vont forcément se poser la question sur ce qui s'était passé à ce moment-là et comment ça se louait à ce moment-là. Effectivement, on louait moins, mais derrière, ça a très très bien repris. Les gens, au final, vous voyez bien, à un moment donné, la vie, elle reprend. Que ça prend 1 an ou que ça prend 1 an et demi, c'est pas un problème. L'activité, elle va reprendre, il n'y a pas de souci. Alors, moi, j'ai une expérience légèrement différente parce que moi, j'ai commencé la location courte durée juste 2 mois avant le Covid, donc en janvier 2020. Et je me suis dit, là, vraiment, c'est pas de chance, j'ai vraiment fait le mauvais choix au mauvais moment. Et c'est pas du tout ce qui s'est passé parce que l'appartement avec lequel j'ai fait le test, c'était pas du tout un appartement comme tu les conçois toi avec l'expérience utilisateur, c'était un logement très bien décoré, mais du coup, un logement qui était loué pour dormir, quoi. Il a été rempli tout de suite parce que même pendant la période de confinement, il y avait, comme tu le disais, des personnes qui étaient détachées pour aller travailler ou à l'hôpital, ou des travailleurs qui continuent à travailler, parce qu'il y en avait quand même un certain nombre, et qui avaient besoin de se loger. Les hôtels étant fermés, ils venaient dans les logements qui étaient proposés en location saisonnière. Et donc ça a bien marché, et du coup j'ai fait le plein et j'étais rassuré. Alors c'est vrai que il y a des villes qui fonctionnent avec la location saisonnière que avec les touristes. Ceux-là, ils ont été vraiment impactés parce qu'il n'y avait plus de touristes. Par contre, ceux qui font de la location, il y a certaines villes où il y a moins de tourisme d'agrément, mais il y a du tourisme d'affaires. Les gens qui viennent pour travailler continuent à venir travailler et continuent à remplir et les nuits d'hôtel, mais ça on n'est pas concerné, et les locations courte durée. Donc ça, j'ai pas été impacté. Mais alors du coup, maintenant, pour nos abonnés qui regardent nos vidéos, quand je débute, j'ai pas encore fait de location nue, j'ai pas fait de location courte durée. Comment je vais faire pour savoir quelle va être ma spécialité? Comment je vais me former? Alors,
Je pense que si tu démarres l'investissement immobilier et tu n'as aucune expérience dans aucun mode de location, il faut déjà savoir de quoi on parle. C'est-à-dire, il faut connaître, à mon sens, la théorie, puisque tu pourras pas pratiquer si tu n'as pas encore investi naturellement, donc il faut commencer par la théorie. Donc la théorie, c'est quelles sont les bases de la location nue, quelles sont les bases de la location saisonnière, quels sont ses avantages et ses inconvénients, pareil pour la colocation, pareil pour les locaux commerciaux, pareil pour le coworking, etc. etc. Il faut connaître le principe fondamental de chaque mode de location. Une fois que tu connais cette théorie, derrière, tu vas pouvoir te faire une idée de qu'est-ce qui pourrait te correspondre le mieux. Personnellement, quand j'ai vu la location saisonnière, j'entendais beaucoup de gens dire « Bon, ben voilà, location saisonnière, cash flow, on peut éventuellement en vivre directement, tu fais des appartements super sympas, tu fais des belles décorations, les gens y viennent, ils sont contents, mais des commentaires. » J'y trouvais personnellement une satisfaction de recevoir un retour de client. Alors, qu'il soit mauvais ou qu'il soit bon. En réalité, quand le commentaire était mauvais, je me dis, au début, c'est un petit peu frustrant puisque tu prends les choses à cœur. Mais ça te permet en fait d'améliorer au quotidien ton appartement. Ce qui fait que à un moment donné, tu vas arriver à, personne n'est parfait, mais tu peux arriver proche de la perfection puisque tu as eu déjà une multitude de retours vis-à-vis de tes voyageurs. Le fait également d'avoir des appartements de très bonne qualité, c'est quelque chose pour moi qui était, c'est un privilège en fait, tu vois, de pouvoir proposer quelque chose de vraiment beau où tu sais que là c'est quelque chose de qualité et tu sais qu'on va pas te faire de reproches par rapport à ça. Ce que j'aimais également là-dedans, c'était l'idée de pouvoir justement rentrer dans mes appartements à n'importe quel moment, quand je le souhaite. Si tu prends une location nue par exemple, bon bah t'as un locataire, tu peux pas rentrer dans ton appartement. Dans tous mes logements, je peux rentrer à n'importe quel moment. Si j'ai de la famille qui vient sur Mulhouse, je peux les héberger gratuitement dans mes appartements. Enfin, il y a une multitude de raisons qui ont fait que j'ai privilégié ce mode de location là. Mais pour revenir à la location, à la question essentielle, sur la formation, l'apprentissage. Voilà, c'est vraiment connaître la théorie et en fonction des avantages et des inconvénients, tu pourras te faire une idée. Ensuite, tu vas passer à la pratique et cette pratique va faire que tu vas voir si c'est quelque chose pour toi ou pas, si tu l'aimes, si tu aimes ce mode de location là, ou finalement si par rapport à toute l'idée reçue que tu avais par rapport à ça, tu pourrais également t'apercevoir que finalement c'était pas, tu n'imaginais pas ça comme ça, tu voyais la chose autrement et puis tu vas peut-être bifurquer sur autre chose. D'où l'intérêt justement d'avoir des appartements, comme j'aime bien le répéter, des appartements tout terrain où vous avez la possibilité du coup de faire de la location saisonnière, de la location nue, de la colocation si la taille de l'appartement, la superficie au mètre carré vous le permet, etc., etc. Donc ce qui est important, c'est vraiment d'apprendre sur le terrain. C'est-à-dire la théorie, il faut une base, il faut apprendre évidemment la théorie parce qu'il y a beaucoup de choses à connaître. Et après, c'est pratiquer. Parce que je connais des grands théoriciens qui sont spécialistes de l'investissement immobilier, j'en ai rencontré, mais ils ont 0 appartement, mais ils savent tout. Exactement. J'en ai rencontré un jour dans une soirée de réseautage qui me disait moi tu fais quoi? Ben moi je suis investisseur, je connais tout. Ah super, ouais. 0. J'ai dit mais comment tu peux dire que tu es spécialiste? Il dit, j'ai lu tous les bouquins. Tu peux dire que tu es investisseur? C'est fou, hein, complètement dingue. Donc le jour où tu commences à acheter ton premier appartement, déjà il se produit un déclic. Ou tu aimes l'expérience ou tu n'aimes pas. Mais il se produit un déclic parce que tu te rends compte que tu as du concret. Il y a des délais, il y a des coûts, il y a des relations humaines qui se mettent en place. La théorie, c'est bien, mais ça suffit pas. Ça suffit pas parce que ça, c'est souvent les juristes répondent à des questions alors qu'eux-mêmes ne sont pas forcément impliqués. Question juridique, oui, ça se passe comme ça. Oui, mais dans la réalité, la nuance, c'est que ça se passe comme ça. Mais souvent, l'humain prend le pas quand même sur le juridique parce que un bon arrangement, on dit toujours, vaut mieux qu'un mauvais procès. S'il y a des litiges, on peut souvent régler les questions par la discussion. Alors que la loi, c'est ça, voilà ce qu'il faut faire et on attaque ou on prend un avocat ou on attend un procès. Non, les choses sont pas aussi simples. Les choses sont même plus simples quand on passe pas par le juridique et qu'on passe par l'humain en disant écoutez, on se rencontre autour d'une table ou peut-être pas autour d'une table, si c'est tendu, c'est un litige, on se rencontre, on discute, on met les choses à plat et on trouve une solution. Et ça marche quand même souvent. Mais ça, il faut le vivre parce qu'autrement, on est dans cette page 55, en cas de litige de voisinage, voilà ce qu'il faut faire.
c'est pas aussi simple. Et c'est à la fois plus simple que ça. C'est-à-dire, c'est pas aussi simple que dire l'article de la loi dit ça, mais c'est beaucoup plus simple d'aller discuter. Et c'est ce qui pêche souvent. Moi, je dis même à mes locataires, entre eux, discutez entre vous. Ne m'appelez pas parce qu'il y a une voiture qui est mal garée et qu'elle bouche la sortie. Discutez entre vous. C'est pareil, si un locataire qui fait du bruit après 22 heures, plutôt que d'appeler le propriétaire ou les flics le lendemain ou sur le champ, mais discutez avec votre voisin. Lui, il n'est pas forcément conscient qu'il fait du bruit. Si personne lui dit rien, elle est ok, bonjour, écoutez, je suis votre voisin, ça fait du bruit. Et souvent, les choses se règlent aussi facilement que ça. Tant qu'on lui dit rien, il continue à faire du bruit, il dit bah, je peux faire du bruit, ça dérange personne. Et ça peut créer des tensions qui, accumulées après, créent des vrais conflits. Et là, on est dans le concret. C'est pas la théorie, sauf que c'est des choses qu'on vit, donc qu'on connaît et qu'on peut partager. Mais ça, c'est dans aucun bouquin. Est-ce que si j'ai peur de démarrer tout seul, est-ce que tu peux me proposer un accompagnement, par exemple pour la location courte durée? Est-ce que moi, je peux proposer un accompagnement pour la location nue? On propose du coup des accompagnements, des formations pour les débutants qui souhaitent se lancer dans la location nue et dans la location saisonnière. La personne avec qui vous souhaitez vous former, il faut qu'elle vous corresponde. C'est-à-dire que il faut que vous vous sentiez à l'aise avec le personnage, tout simplement. Si par exemple, je vais donner un exemple concret, vous avez une personne qui est plutôt dans la frime de manière générale et qui est plutôt bling bling et qui met ça en avant de par l'investissement immobilier, et que vous n'êtes pas du tout dans cette optique-là et dans cette façon de penser-là, ce formateur-là ne sera pas forcément votre bon interlocuteur parce que vous n'allez pas forcément avoir la même vision de l'investissement. Tout à fait. De notre côté, Dominique et moi, on n'est pas du tout dans ce cas de figure-là. On préfère dire les choses concrètement. Alors peut-être que ça plaît pas aux gens parce que les gens qui vont écouter nos vidéos vont vouloir plutôt s'attendre à ce qu'on leur dise bon ben voilà, avec l'immobilier, tu auras une belle voiture, tu vas pouvoir partir à Bali 12 mois, enfin toute l'année sans aucun problème, tu vas rentrer une somme d'argent folklorique sans bouger le petit doigt, etc. C'est pas notre vision de la chose parce que c'est pas vrai et on n'est pas là pour vous vendre du rêve. On préfère vous dire la vérité, vous dire comment ça se passe concrètement que plutôt vous mentir en vous disant ben ouais voilà, on aura tous ces privilèges là avec encore une fois cet exemple de voiture, de villa ou autre qui peut être envisagé avec l'immobilier sans aucun problème. C'est pas que ce n'est pas vrai, c'est juste que il y a un travail à faire en amont, il y a de la sueur à faire couler tout simplement et ce sera pas toujours tout beau tout rose comme ce qu'on pourrait vous vendre de manière générale. Ce qui est important quand on choisit un coach ou un accompagnateur, c'est vraiment des affinités avec les personnes et aussi voir si les personnes pratiquent sur le terrain. C'est-à-dire que les spécialistes comme le banquier qui est spécialiste en gestion de patrimoine mais qui n'a pas un seul appartement, pour moi il n'est pas crédible. Banquier ou pas, avocat ou pas, notaire ou pas, agent immobilier ou pas, si lui-même parle d'investissement immobilier alors que lui-même n'en a pas, pour moi, il n'est pas crédible et je ne vais pas lui demander des conseils parce qu'il va me donner des conseils qui sont des conseils de papier et pas des conseils sur la réalité. Alors maintenant, pour terminer la vidéo, je voudrais quand même pousser jusqu'au bout le raisonnement. Est-ce que il faut être spécialiste ou est-ce qu'on peut toucher à tout? Maintenant, je suis le meilleur en location nue, je suis un crack, je maîtrise la location nue, qui n'a plus de secret pour moi. Est-ce que du coup, je peux dire, bah, maintenant je vais me lancer dans la location saisonnière? Bien sûr, tu peux, à mon sens, tu peux sans aucun souci. Si tu as, c'est personnel, il faut vraiment se poser la question, il faut vraiment bien réfléchir à la question. À un moment donné, j'ai effectué pas mal de locations saisonnières, je connais comment ça fonctionne, je m'ennuie un petit peu parce que j'ai fait le tour de la question, je sais comment ça fonctionne, bien sûr je gagne de l'argent avec et je vais continuer de faire de la location saisonnière parce que j'aime ça de manière générale, mais je me dis bon, je suis une personne qui aime bien relever les défis, donc je vais essayer d'autres types de locations. J'aime la location saisonnière de manière générale, je vais essayer plusieurs choses qui peuvent s'apparenter à ce mode de location-là. Je vais essayer du coup, et c'est ce que j'ai fait, j'ai ouvert ma propre conciergerie d'appartements, donc du coup je gère les appartements des autres propriétaires en location saisonnière, je fais de la sous-location et encore une fois on a une vidéo qui qui traite le sujet sur justement la sous-location. Si on a l'envie, on peut
par la suite, une fois qu'on s'est spécialisé dans un domaine, bifurquer sur autre chose et voir si autre chose nous plaît pour s'accoupler en fait avec notre domaine de prédilection. Comme tu le dis, à partir du moment où on maîtrise un domaine, c'est ce qui constitue la base de notre rentabilité. Ça nous permet de commencer à prendre un nouveau risque pour essayer quelque chose d'autre, sachant qu'il ne faut pas mettre en péril la base. Et donc, à partir du moment où on maîtrise un sujet qui nous assure notre rendement, on peut aller sur un autre domaine.